Chers collègues, permettez-moi, qui est passé avant moi, de remercier Dominique Chapin et Antoine Jacquet pour leur effort dans l'organisation de ce colloque, où on met à l'honneur les études sur la période palo-babylonienne, qui depuis 140, ou mieux 150 ans, font progresser de jour en jour notre connaissance de l'histoire mésopotamienne. À cette occasion, je vous présente le projet de recherche qui, depuis sa conception en fin 2019, verra finalement sa mise en œuvre à partir de l'année en cours. Le projet, en collaboration avec Maurizio Viano de l'Université de Turin, prévoit la collation et l'étude d'un lot de tablettes conservées à l'Earth Museum de Berkeley, avec un focus tout particulier sur les textes provenant de plusieurs sites mineurs de la Diyala. La collection du Earth Museum compte près de 1000 tablettes cunéiformes acquises au début du XXe siècle par le professeur Henry Ludwig Friedrich Lutz, qui était également conservateur de la collection égyptologique du musée, et par Alfred Kohlberg, ex-alumni de l'Université de Berkeley, et homme d'affaires spécialisé dans le commerce avec nombreux États de l'Ouest. C'est lui, le donateur de presque la totalité de la collection, avec ses 938 tablettes cunéiformes. La collection Lutz-Kohlberg est d'ailleurs constituée par plus de 400 tablettes paléo-babyloniennes, donc presque la moitié de la collection. Tout de même, l'achat sur le marché des antiquités de Bagdad, ainsi que plusieurs années de retard dans le catalogage complet des documents, qui sera effectué seulement vers le 1943, une gestion de tablettes pas toujours rigoureuse, tablettes conservées dans le bureau du curateur du département des langues sémitiques, bien, tout ça a soulevé des doutes concernant l'attribution géographique du nombre considérable de tablettes. Selon les remarques déjà avancées par Salvo Viaggio lors de sa collation au musée américain et les informations concernant l'acquisition des tablettes, c'est surtout la provenance attribuée aux différents sites de la Diyala les points à élucider. Cette collection a fait l'objet de plusieurs études depuis sa création, avec une première publication en 1929 par Lutz d'un lot de 30 tablettes dans le volume UCP 9.4, et 2 ans plus tard, en 1931, dans le volume UCP 10.1, de 110 tablettes provenant du site d'Ijlali. Cette publication a été reprise en 1986 par Samuel Gengus avec la collation des tablettes publiées en 1931 dans le but d'apporter des améliorations ou des corrections aux lectures initiales. Au texte de Lutz, Gengus ajoute aussi 21 nouveaux textes, toujours attribués au site de la Diyala. Après un arrêt de plusieurs années, où seulement quelques tablettes ont été éditées de manière isolée, les études de textes paléo-babyloniens de cette collection ont repris avec l'édition, en 2008, de 19 lettres provenant de Larsa par Nick Vedris. En 2007, à l'occasion d'une mission d'études à l'Earth Museum de l'équipe Labassi, laboratoire d'assyriologie, de l'Université de Pise, sous la direction du professeur Saporetti, les chercheurs Serenatica et Salvo Viaggio ont commencé la collation et l'étude d'un lot de tablettes attribuées à plusieurs sites de la Diyala qui n'avaient pas encore été édités lors des études précédentes. La collation sur place a donné lieu à 29 copies manuscrites de Salvo Viaggio et une vingtaine de copies faites par Serenatica. 9 parmi les textes étudiés par Salvo Viaggio ont été publiés 2 ans plus tard dans le mélange Saporetti, tandis que les autres tablettes étudiées par les 2 chercheurs sont aujourd'hui encore inédites. Enfin, un dernier lot de textes issus de la collection Lutz-Kohlberg a été étudié par Jay Chrysostomou, qui en 2018 a publié une série de textes juridiques d'Isine. En 2019,
lors du séjour de Maurizio Viano à l'université de Berkeley, a pris forme l'idée de reprendre l'étude des tablettes paléo-babyloniennes encore inédites de la collection californienne, avec un intérêt tout particulier pour les textes attribués à la région de la Diyala et un certain nombre de textes de provenance encore incertaine, mais dans un état de conservation qui nous laisse espérer d'obtenir des informations utiles. À travers les images mises à disposition par le musée et le CDLI, est un premier accès direct à la collection par Maurizio Viano en 2019 et au début de 2020, nous avons établi 3 lots de tablettes qui, pour leur état de conservation et leur typologie, pouvaient être prises en compte pour l'étude. À la fin de 2019, le projet avait obtenu le soutien de l'OMR 7192 pour une mission de collation plus attendue et à effectuer en juin de l'année suivante. Malheureusement, les événements dont nous tous sommes à connaissance ont bloqué pour 3 ans la mise en œuvre du projet. En 2022, avec une situation internationale plus stable, le projet de recherche a été repris en main et dans le cadre de mon affiliation à l'Université La Sapienza de Rome, lors d'un contrat postdoctoral, j'ai obtenu par l'institution italienne un financement afin d'effectuer la mission d'étude et collation des tests qui aura lieu dès que possible. Revenons maintenant à la sélection de ces tablettes et la constitution de ce corpus d'études. Pour cette étude, on était sélectionné plus ou moins 155 tablettes d'époque paléo-babylonienne, dont 87 prioritaires aux fins de l'étude et de la publication. Ce lot est composé presque entièrement d'inédites, dont une part considérable provenant de la Diyala. 17 pour Toutoub, dont 8 lettres, 2 textes administratifs, un texte juridique et plusieurs textes en certains cas partiellement fragmentaires ou abîmés. 22 textes pour Tel Alawa, dont 15 administratifs, 4 juridiques, 3 lettres. 9 pour le Tel d'Abu Jawan, dont 6 documents juridiques, 2 administratifs et une lettre. 9 pour Tel CB, dont 7 sont des textes administratifs et 2 sont de 2 lettres. En outre, plus de 70 tablettes qui sont de provenance incertaine, dont quelques dizaines attribuées génériquement à la région de la Diyala, selon les notices laissées par le curateur. Dans la série de textes sélectionnés, il y a aussi quelques textes de la Mésopotamie du Sud, 2 textes pour Ezine, 3 pour Larsa. Je vous donne ici des chiffres encore en évolution, car plusieurs textes sont dans un état fragmentaire, comme j'ai déjà dit, ou avec des superficies extrêmement détériorées, et les images à notre disposition ne nous permettent pas d'avoir la certitude de la faisabilité ou moins d'une étude sans une collation sur place. Revenons maintenant sur les deux lots les plus riches en nombre de documents de notre projet. Tout d'abord, l'étude sur les textes de la Diyala. Comme déjà rappelé auparavant, une étude de presque 50 tablettes avait été lancée par l'équipe du Labassi de Pise. Les collations et les copies de la plupart de ces textes sont restées dans les tiroirs des chercheurs italiens. Je dois donc remercier la disponibilité de Salvo Viaggio Serenatica qui nous permet de reprendre leur travail, nous donnant leur matériel comme base de support afin d'avancer dans l'étude de ce texte. La documentation provenant de la Diyala inclut donc un total de 57 tablettes, dont les 2 tiers attribués à Tel Alawa, Tel Abu Jawan et Tel CB, sites qui restent très peu connus à la communauté scientifique du point de vue philologique. Tel Alawa a fait l'objet des fouilles depuis les années 30 par Seton Lloyd et plus récemment par Wilkinson et Tucker à la fin des années 80, et à présent a commencé à être fouillé en 2020 par l'Université de Mossoul. En reprenant les informations rassemblées par Laura Battini dans son article de 2011, The Eastern Tigray Region in the First Half of the Second Millennium BC,
Il s'agit d'une telle de petite taille, à considérer donc plutôt comme un village urbain avec quelques types de spécialisation et des traces de bâtiments publics. Il se situe dans une région qui révèle un nombre de sites de petite et moyenne taille qui se développent sous l'influence de sites majeurs comme Metoram, Touloul Katab et Deshnouna. L'attribution à ces sites des tablettes de la coalition californienne n'est pas totalement acquise. Cependant, les textes se présentent dans un état plutôt favorable à leur étude. L'une de ces tablettes est très intéressante. Le texte HMA 9 1867 est une lettre probablement scolaire, au mieux une lettre d'apprentissage, et présente, comme vous pouvez voir, une grande marge vide à la droite du texte, la grille des lignes qui s'y prolonge dans l'espace vide et qui reste parfois incomplète, des signes très grands justifiés mais constamment débordant des lignes. Donc, au-delà de ça, un niveau paléographique aussi révèle une graphie archaïque, comme le montrent plusieurs signes. Deuxième site, c'est Tel Aboujawan. Il se présente comme un tel de 31,5 hectares, à une distance de 39 km de Tel Asmar. Et il semble composé d'au moins 3 tels, donc d'un petit village agricole, un village urbain et une deuxième ville secondaire qui se développe sur 10 hectares. Il s'agit d'un site de moyenne dimension pour la région et il est comparable à celui d'Ijali ou de Kafaja. 11 tablettes sont attribuées à ce site et font partie de la collection Lutz-Kolberg, dont un texte paléo-acadien disponible en édition dans le CDLAI et d'une tablette lexicale bilingue à 2 colonnes, éditée par Daniel Fox-Vogue en 1989 dans le mélange Sjoberg, qui contient la terminologie pour le découpage et l'inspection du mouton. Des 9 textes restants, 8 sont dans un très bon état de conservation qui me permet l'étude. Troisième site, Tel Sebeh. Selon les premières indications fournies par Lutz, le site se trouve dans la région de Narawan, au-delà du fleuve de la Diyala, dans le même territoire de Bismaya, Kafaja et bien d'autres, et à quelques kilomètres à sud-est de Deshnouna. Selon les indications les plus récentes de McAdams, il s'agit d'un site de petite dimension, à forme de lune croissante, avec une grande baie creuse dans le côté sud. Le site est aussi répertorié dans le dernier ouvrage dédié au site paléo-babylonien à l'est du Tigre, édité par Nelly Ziegler avec la collaboration de Anne-Isabelle Langloise. Mais l'absence d'autres textes édités ou de références de ce site dans les textes de l'époque rend pour l'instant difficile l'identification de cette ville. Les textes, 9 en total, entre textes administratifs et juridiques, ont été partiellement copiés et collationnés par Serenatica, chose qui facilitera, on l'espère, notre travail d'édition. Les dimensions réduites des sites, ainsi que la proximité avec des sites majeurs bien connus à travers les sources textuelles, font espérer de pouvoir retracer les liens internes à la documentation. D'ailleurs, les données onomastiques feront l'objet d'un supplément au volume de l'onomastique d'Eshnouna, œuvre de Sapoeti, qui réunit les données de ces sites majeurs de la Diyala. À ce propos, le support de la base de données Archibab sera tout de même essentiel au traitement et au croisement des données obtenues. L'apport d'Archibab sera encore plus nécessaire dans le traitement du deuxième et plus riche lot de textes qui rassemble les documents de provenance incertaine. Si, dans plusieurs cas, les textes ont été attribués à la région de la Diyala sans pouvoir déterminer un site de référence, pour un nombre considérable, les tablettes ne disposent pas d'aucune hypothèse d'attribution.
Les textes concernés par notre projet ont été sélectionnés sur 3 critères essentiels: leur état de conservation, la possible provenance de la région de la Diyala et leur intérêt spécifique lié au genre textuel, à des caractéristiques propres à la tablette, donc forme, graphie, traces de brûlure ou la présence de sceaux. C'est le cas du texte juridique HMA 2845, qui présente un bon état de conservation, 4 déroulements de sceaux sur les tranches et tout serment juste avant une longue liste de témoins. Vu la présence de plusieurs textes d'ordre juridique et administratif, l'intérêt est aussi porté sur les formules de datation, ainsi que le serment que nous espérons retrouver dans la documentation, afin de restreindre le secteur de localisation des textes, mais aussi, en ce qui concerne les textes provenant de la Diyala, d'améliorer, si possible, les informations sur la chronologie et les rapports politiques dans la région, données encore incomplètes et très complexes dans leur reconstitution. Les travaux de Sapoitis sur les formules de datation de la Diyala, ainsi que son essai de reconstitution d'histoire du royaume des Chnuna, les études sur les Amorites menées par Hinsdeber, ou les dernières recherches sur la région, voir par exemple les actes du colloque de 2018 sur les recherches interdisciplinaires sur la Diyala, et sûrement je ne suis pas exhaustive, le montrent clairement. Comme mentionné précédemment, l'état de ce texte, au-delà de l'absence d'un contexte géographique, est parfois très détérioré. Abrasion, texte fragmentaire, cassures malheureuses n'aident pas le travail d'épigraphie. Notre espoir, après une collation sur place, est de pouvoir récupérer aussi des tablettes qui, depuis les images à disposition, nous avons pour l'instant mis de côté à cause de l'impossibilité d'obtenir une lecture fiable ou tout simplement une lecture tout court. Enfin, plusieurs textes de ce lot, ainsi que plusieurs textes provenant de la région de la Diyala, révèlent les traits qui font supposer une datation du début de la période palo-babylonienne. Janine Vendée, dans son récent ouvrage sur la grammaire des textes du tout début du deuxième millénaire, prend en considération les différentes régions de provenance des documents et leurs particularismes, avec une attention toute particulière aussi de la Diyala. Notre travail pourra profiter de ces recherches et possiblement apporter de nouvelles données exploitables. Pour conclure, le projet que je viens de vous présenter et qui a ses premiers pas vise à obtenir de nouvelles informations sur des sites à présent presque absents des analyses historiques de la communauté scientifique. Et nous l'espérons, à replacer ne serait qu'une petite partie des textes de provenance indéterminée dans leur site d'appartenance ou, dans le meilleur des cas, dans des dossiers déjà connus, en compensant autant que possible l'absence de contexte archéologique dû à leur mode d'acquisition. Les progrès réalisés au cours de ces 150 dernières années d'études sur la documentation palo-babylonienne, les progrès technologiques appliqués dans le domaine historique et philologique, et le partage de connaissances au service de la recherche permet aujourd'hui d'aspirer à des résultats concrets. Et pour cela, je ne peux que vous remercier.